Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre émission de référence, ça s'appelle le LGF, le Grand Forum, en ce mardi 8 février. Rendez-vous compte comme le temps passe vite, 8 février évidemment, avec, chers amis auditrices, auditeurs, une belle équipe aujourd'hui, à commencer par Nadia Chérif, honneur aux dames. Bonjour ma Nadia. Merci, bonjour Christophe et bonjour à vous tous. Comment ça va Nadia ? Très bien. Bon, accompagné. Heureuse d'être là. Oui, bah en plus il y a une bonne équipe aujourd'hui. Tarek Mami est là aujourd'hui. Oui, je l'ai invité aujourd'hui. Non mais pourquoi ? Parce que je suis venu parce que Christophe part en vacances dans 3 jours. Non, demain. Voilà, dans 24 heures, et que je ne serai pas là vendredi, Ouais. et que je ne vais pas rater ma semaine. Bah quand même, ça serait dommage, évidemment. Puis d'ailleurs, Tarek qui sera là la semaine prochaine pour une émission de 16h à 18h pour vous accompagner et vous donner la parole, les Tarek amis. Mami, pas Tarak. Hein. Tarek Mami, oui, bien parce sûr. non, mais parce que je le vois ouvrir les grands yeux et dire on m'a Non, calme-toi, t'as encore pas été promu, t'inquiète. Hein. Bonjour Tarek Sassi. Bonjour. Notre catcheur international, membre du collectif aussi Paris Anti-Crack. Et Smaïn Tefour, journaliste, comment ça va mon Smaïn ? Très bien Christophe, et toi ? Bah écoute, très très bien, ravi de te revoir mon Smaïn. Toujours ravi d'être parmi vous. Et puis avec nous aussi, à distance, la belle histoire, ça faisait longtemps. Comment ça va Mam ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour la belle Bonjour. histoire, bienvenue. Bonjour, la belle histoire. La belle histoire qui va nous faire une petite chronique sur le petit Ryan, hein, c'est ça ? Absolument. Je crois que ça nous a tous mobilisés tout au long de la semaine dernière avec cette triste destinée. Il a été enterré d'ailleurs hier. Oui, absolument. Largement. Effectivement, et condoléances encore une fois à toute la famille, aux parents bien sûr, qui vivent cette tragédie. Il faut penser surtout en premier lieu aux parents. Tout à fait. Voilà. Il y a un footballeur, même si c'est 5 secondes, il y a un footballeur marocain qui a décidé d'offrir une maison Ah, c'est bien ça. meublée à cette famille, parce que la misère sociale existe et on ne va pas se mettre des bandeaux devant les yeux. Oui. Et quand il y a un malheur qui arrive et qu'on arrive à avoir de la solidarité active et pratique, c'est bien. Alors 17h tout à l'heure pour cette petite chronique La Belle Histoire qui nous fera, j'en suis sûr aussi en fin d'émission, un petit résumé de cette dernière, j'imagine. Absolument, absolument. Et nous allons réaliser une chronique qui a déjà un titre. Ah, c'est bien ça. Qui s'appelle « Calmez-vous, ça va bien se passer ». En référence avec ce qui s'est passé ce matin. Très bien. Voici le programme de cette émission. Emmanuel Macron qui est parti essayer de calmer les tensions et il est parti rencontrer Vladimir Poutine. Ça a duré longtemps hier, hein, ils ont bien mangé d'ailleurs. Un dialogue à la russe hier, Macron-Poutine. On en reparlera évidemment, il est aujourd'hui en Ukraine. Et puis nous parlons de la Tunisie avec Monsef Zid qui sera avec nous dans un instant. Il fait partie du bureau d'un collectif en fait qui dénonce un coup d'État en Tunisie. On en reparlera avec lui. Des manifestations d'ailleurs ont eu lieu à Paris le week-end dernier. On sera avec lui tout à l'heure pour savoir quelles sont leurs revendications de ce bureau citoyen contre le coup d'État en Tunisie. Coup d'État constitutionnel, je ne sais pas, je poserai la question en tout cas. Dans un instant, restez avec nous, c'est parti pour le LGF les amis, soyez-en les bienvenus évidemment. Ça vous emmène et nous conduit tranquillement et comme chaque jour de 16h à 18h. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Rowe. Le Grand Forum. Il y en a un qui se targue de gagner tous ses quiz, on va voir si c'est le cas aujourd'hui. Laissez gagner à chaque fois. Ouais. Bien près du micro, Manadia. Est-ce que vous le laissez gagner à chaque Non, fois ? jamais. D'accord. On laisse gagner personne ici. Mais voilà. Alors, mes petites questions, elles sont ici. Voilà. Première question, je cherche un acteur américain. Il est mort récemment en 2020. Quelques indices, Les Mystères de l'Ouest ou encore Mission Impossible, Les Têtes Brûlées. De qui s'agit-il ? Comment il s'appelle Je vois lequel, sauf que j'ai pas le nom. Oh, comment il s'appelle ? Robert Conrad. Bonne Conrad, réponse, ouais, la bonne réponse de la belle histoire, Robert Conrad, évidemment, qui nous a quittés il y a... Non, pas... Barak Zero. Voilà. Je suis un fan de séries et de télévision. Ah oui, Donc sur ce point de vue-là, il n'y Corps à aura pas point. besoin de hash Google. voilà, c'est ça. Deuxième question actu, ça se passe à Roubaix. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour menace de mort envers quel journaliste ? La journaliste qui a fait Ophélie Ophélie quelque Ophélie chose. Meunier. Bonne réponse, la belle histoire. Ah bien bon, joué moi, par Tarek. Je suis en train de me faire mettre à Ouais, l'amende. 2-0.
2-0. Histoire Google. Non, mais il est rapide, il est bon. À En présent, tout cas, 0-2. voilà. Je cherche à présent un auteur de roman fiction d'anticipation. Il est né en 1828. Jules Verne. Bonne réponse. Jules Verne, 3-0. mort le 24 mars Bon, 1905. déjà gagné la partie, c'est terminé. Quatrième question. Affaire des primes du ministère de l'Intérieur. Quel Gaillan. Dupond-Moretti. Ouais, c'est Gaillan. n'importe quoi. Gaillan. Quel ancien ministre va être libéré? Gaillan. Mercredi. Gaillan. Gaillan. 4-0. Effectivement, C'est t'as bien rétabli. Guéant. Ouais. Claude Guéant, c'est son avocat en fait qui a annoncé qu'il allait être Oui, libéré ça a été demain. annoncé depuis hier. Starting block. Cinquième question. Quel candidat a déclaré ceci? Il m'arrive parfois de réfléchir avant de répondre. Zemmour? Non, Anne Hidalgo. non, Cresse. non. Éric Zemmour. Non, Mélenchon. je dirais. Mélenchon. Mélenchon. Non, ce n'est pas Mélenchon. Alors, c'est- Fabien Jadot. Roussel. Jadot. Roussel. Non, c'est Jadot. une femme. Taubira. Marine. Marine Le Taubira. Pen. Bonne réponse, Nadia. Taubira, c'est en référence 5-0. en discours Eh, mais, qu'elle avait ça veut prononcé dire, devant vous êtes l'abbé tous Pierre. contre Non, moi, non, moi Vous êtes j'ai. tous contre moi, c'est ça? Moi je. Parlez pas en même temps. vous, Qu'est-ce qu'il y a la belle histoire? Moi, c'est incroyable. Moi je tiens la comptabilité comme à la radio. Eh, je m'en fous, moi j'ai gagné 5 fois de suite. Exactement, c'est ce que j'allais dire. 5 fois de suite, je m'en fous. Sixième question. Le Kikadi. Qui a déclaré ceci? Il n'y a pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Darmanin. Le Pen. Darmanin. Incroyable quand même cette phrase. Ah Je ouais. vous la répète Ah quand même ouais. parce que vraiment elle est extraordinaire. Il n'y a pas un Français qui pense que Emmanuel Macron n'a pas été un Il bon ne vit président pas de en la France. République. Il ne vit Ça pas vient en du France. même Gérald moulin. Darmanin. Non, comment il s'appelle, Christophe, le chef? L'un des. C'est lui qui a été. Le gilet jaune qui a été au Borgny le premier. Jérôme Rodriguez. Jérôme. Bon, Jérôme, lui, ne le pense pas en tout cas. Oui, c'est clair. Mais je pense qu'il vise un bon poste au cas de réélection de A Macron. priori, ouais. Alors, je vous raconte une anecdote de 3 secondes. Avant-hier, donc le samedi après-midi, il y avait le fameux Forif. J'y étais. Oui, J'ai c'est. interviewé Darmanin. Darmanin, oui, j'ai interviewé Darmanin. Et donc, dans le Forif, il y a un. Que Dieu me pardonne, avant que je parle. Il y a un musulman de service qui prend le micro et dit: Monsieur le Premier ministre. Ah, lapsus. Ah, excusez-moi, c'est un lapsus, mais je souhaite que vous deviendrez Premier ministre. Et la salle a eu un silence de machin, là, tu vois. Donc, Mais c'était pas l'imam Chalgoumi. il n'était pas là, il n'était pas invité. Ah, Bah, t'es c'est pas son là. Il peut pas sosie, être alors. partout. Dernière question. Idéologique, hein. Quel candidat a annoncé vouloir rétablir et tripler l'impôt sur la fortune et augmenter ainsi les salaires à 1500 € net? Roussel, Roussel, bonne réponse. 6-0. C'était à Marseille, évidemment. Bravo à tous. Tout J'ai le pas monde fait a la gagné. comptabilité, je Ah, sais j'ai pas. fait- Tout le monde a gagné. Alors- J'ai tenu la Pour ma compta. part, une seule Alors- bonne réponse. Hein. Smaïl, Oui, une. Christophe. Nadia, Jules Verne. hein. une. Christophe, Oui. j'ai une chose à dire. Aujourd'hui, c'est le 8 février. Oui, et il y a et- l'anniversaire de- de Sarkiet ma Sidi femme, Youssef. Sharon. Non, voilà. Sarkiet Sidi Il y a Youssef les et deux. Sharon Et aussi. Sharon. Sharon est en France pour la 9 morts. pendant l'indépendance de l'Algérie. 62, c'est ça 62, ouais. Et En d'ailleurs, février, là- 62. La une du journal de l'Humanité d'hier, C'était les sur ça. communistes qui avaient organisé Oui, cette manif. oui, oui. Donc, il y a eu un mouvement de foule. Donc, Et alors, historiquement, cet événement a eu de l'impact dans la mémoire collective française, beaucoup plus que les événements d'octobre. absolument Et, 17. hein. et octobre a mis du temps à rentrer, à infuser dans la mémoire collective française, alors que Sharon, tout de suite, s'est rentré, la répression de l'État policier. C'est pour ça que quand on voit... Excusez-moi encore, cher Christophe, quand vous voyez aujourd'hui Roussel des partis communistes aller participer à la manifestation des policiers avec cette mémoire de ce parti, bon, on se demande qu'est-ce qui s'est passé entre 62 et 2022. En termes de symboles. Bon, alors qui a gagné alors? On s'en fout. il y a- On s'en fout, il y a trois Tara gagnants. qui a Il y a- perdu. il y avait Il y le a monsieur trois qui était au bout gagnants. du Il y fil. a hein. trois Je crois que c'est lui gagnants. qui avait gagné. Non, Tout non, le non. monde a gagné. Non, c'est monsieur qui est au bout du fil. Deux. C'est Mam, voilà, c'est Mam. Mam, je te reconnais. Non, mais Non, on non, a il gagné. a fait que 2 Non, points. non, Il a non, fait non, deux non, points, j'ai il a été fait deux deux Alors, points. Moi, un chut, seul point, un seul doucement, point. doucement. Moi, je Je suis voulais trop juste perdant, moi. réécouter rapidement Darmanin quand même, parce qu'on va dire, c'est pas possible, Mais il a inventé cette phrase. Tara qui a perdu le quiz. Qui a prononcé Ouais, cette phrase? c'est un Donc, complot. il n'y a pas un seul Français qui, tout le monde est content du président de la République, c'est Darmanin. Écoutez. Pas un Français, je pense, qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. Il a eu 2,33 tonnes de président de la République dans son mandat, celui des Gilets jaunes et celui du Covid. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Il me semble que le président
est celui qui a permis à la France de traverser ces crises. Que Incroyable. Monsieur Valls. Ah, Même on trempe. prêche de la même paroisse, Voilà. on peut pas dire le contraire. Hein. Exact. Bon, rien que pour ça, franchement, Darmanin, il mérite ça. Et Ah oui, Ah ouais, regarde de champion, franchement. tout à fait. Merci Christophe. Ah non, mais il est extraordinaire. Franchement, j'ai rarement vu une telle déclaration avec une telle lucidité d'un ministre de l'Intérieur. Extraordinaire. Et merci à Razik qui nous a envoyé donc le rappel du 8 février 58 avec donc un avion qui Qui a bombarde. été inauguré aujourd'hui en Algérie. Voilà, hein. en Algérie. Ouais. Alors je rappelle juste que le premier détournement d'avion dans l'histoire de l'humanité a été commis par... La France. Voilà. Merci Ouais, Christophe. C'était entre le Maroc et la Tunisie, c'est ça Voilà, C'est bien ça, ouais. Voilà. Ouais. Donc Il y c'est avait, eux qui les ont... historiques algériens. C'est l'historique du FLN. Oui, oui. Absolument. Mais c'est oui, eux qui absolument. ont inventé le principe de détournement d'avion. C'est ça. Dont le C'est président du copier-coller. algérien, Ben Bella. Ouais, Voilà. effectivement. Voilà, on fait de l'histoire. T'as vu mon Tarak, hein? C'est bon ça. C'est pour Ouais, le prochain ouais. quiz, ça peut toujours servir. Ça peut te servir éventuellement. Hein. Alors, Non, justement. mais- Et pour les discussions autour de la cheminée. Non mais 4 C'est contre toujours 1, un plaisir 4 d'être contre avec toi, 1, Tarek, 4 hein. contre 1, Toujours. 4 contre Bon, 1. dans un instant, Franchement, Ça me fait flatte, plaisir. 4 contre 1. On va parler un peu de la Tunisie dans un instant, parce qu'apparemment, il y a une crise sociale quand même en ce moment en Tunisie. On va en parler. Et il y en a qui considèrent que ce qui se passe, ce qu'a fait, les décisions prises par le président Kais Saïed, s'apparente à un coup d'État. Je suis pas de cet avis-là, mais en tout cas, certains le pensent. Je penserais plus peut-être, Tarek Mami, d'un coup d'État constitutionnel, peut-être. Alors, c'est un coup d'État constitutionnel à cause de ce qui n'a pas été appliqué dans la Constitution. En un mot, Auparavant. auparavant, en un mot, la Constitution tunisienne prévoyait la mise en place d'un conseil constitutionnel pour arbitrer donc les trois pouvoirs, parce que la Tunisie a inventé le pays de trois présidents, Ouais. un président de la République, un président du Parlement et un président du gouvernement. L'image du Liban, par exemple. Non, non, pire. Ouais. Et comme Nahda, qui a de fait avait donc la majorité au Parlement pour faire voter ce Conseil constitutionnel, n'a pas fait parce qu'elle pouvait faire de la politique politicienne. Quand Kais Saïed va arriver, il n'y a pas de Conseil constitutionnel. Et donc, il a beau tout faire dans le cadre de la Constitution, comme il n'y a pas de recours, donc personne ne peut parler de coup d'État parce que c'est dans le cadre de la Constitution. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et d'ailleurs, une décision mais prise en 2017. il y a quelques instants, hier, pardon, la dissolution du Conseil de la Des magistrature. CSCM. Alors, on dira aussi un petit mot sur ces CSCM. Très bien. Conseil supérieur de la magistrature. Dont on va découvrir le mode de fonctionnement et le mode de financement. D'accord. Et alors, un petit mot, on a 2 minutes là, Tarek, pour ce qui s'est passé ce week-end à propos de l'Islam de France, là, le nouveau. C'est quoi? Forif, c'est ça? Faux RIF. Forif. Alors, il y a deux choses. Moi, j'y étais. Ouais, Je peux vous dire que j'ai assisté à d'autres organisations du ministère de l'Intérieur, ouais. mais cette organisation de samedi, j'ai rien compris. Ah, voilà, Nous ça aussi, tombe ça bien. nous rassure. Ça rassure alors. Non tant mais, mieux. je peux vous dire, j'ai rien compris. Non, mais ça tourne au pugilat. Non, c'est pire que ça. Ouais. Je n'ai rien compris au mode d'organisation de la réunion, parce que la dernière qui a eu lieu, c'était du temps de Cazeneuve en 2016. Elle était ouverte, on savait qui est qui, on avait la liste des participants, et nous, les journalistes, on avait, comme dans tous les meetings ou toutes les réunions, porte ouverte dans tous les salons. Ouais. Là, il a voulu faire une petite salle le matin tout seul entre eux. Et l'après-midi, la presse est rentrée, mais on ne pouvait pas intervenir, donc on a fait la conférence de presse à la fin. Et à la fin, donc, il fait tout son discours et on lit tout, et on comprend que le FORIF va remplacer le CFCM. Ouais. Et moi, comme j'essaie de faire mon métier de journaliste, pour moi, le CFCM et la communauté, c'est une chose, c'est la fixation des dates du Ramadan et de la Ouais. fin du Ramadan. Oui. Et c'est le seul lien pratique. Et je le dis, donc, monsieur Et le il a président... voté en touche d'ailleurs, le ministre. Hein, là, Ben, il n'a votre pas question. voté à tous. Il a dit, dans sa phrase, il a répondu tout le contraire de ce qu'il a fait dans son discours. Ouais. Et donc, je lui dis, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous venez de créer le FORIF. Le CFCM est connu par la fixation de cette date. Le FORIF ne peut pas donner la date. Et cette année, qui va fixer la date du Ramadan? Et on C'est ne le- sait pas. Non, il répond, c'est aux musulmans de s'organiser. Absolument. Donc, il vient de casser la baraque CFCM Ça en va être disant... encore plus le bordel Donc qu'avant. il est mis sous tutelle, si je comprends bien. Non, mais pire que ça, il casse la maison. Ouais. Et une fois que la maison est par terre, il va leur dire, bon, maintenant, vous pouvez reconstruire. Mais excusez-moi, je vous ai amené encore une vingtaine de personnes qui peuvent participer. Mais c'est quand même un peu de la faute de la communauté musulmane. Alors, il y a parce deux qu'elle reste choses. éparpillée. Alors, il y a quand deux même. choses. Parce qu'il y a un peu- pardon, excuse-moi. Il y a une guerre un peu de leadership au sein du CFCM. C'est plus simple et plus Ouais. fort que ça. Alors, en un mot, il casse le CFCM.
il met un forif qui va se réunir une fois par an. Et donc, pendant une année, il n'y a rien qui se passe. Il faut attendre la réunion annuelle. L'histoire de CFCM cassé et de la coordination, personne n'y comprend. Moi, je travaille dessus, personne ne comprend rien non plus. Parce que certains nous vendent que c'est une opposition entre l'Algérie et le Maroc. Or, dans la coordination, vous avez un chef marocain, M. Kbibesh, un chef algérien, M. Hafiz, et dans le CFCM, vous avez un chef algérien, M. Zikri, un chef marocain, M. Moussaoui. Donc, du coup, la guerre n'est pas entre le Maroc et l'Algérie. Elle est entre des personnes qui cherchent des statuts sociaux qu'ils n'ont pas et qui cherchent à avoir une visibilité en utilisant la religion et en mettant, et je le dis tel que je le pense, et je l'écris, leur propre intérêt personnel à chaque étape de l'évolution par rapport à l'intérêt global. Donc ça va être le bordel en fait. Oui, mais Monsieur Mami, vous ne pensez pas non plus que c'est pour justifier une action avec l'échéance des présidentielles. Alors ça, c'est non mais ça c'est pour répondre sur la question. C'est pas la communauté musulmane, ce sont les pseudo représentants de la religion musulmane autoproclamés qui nous amenaient à ça. Et j'allais dire, moi je dis, pas Darmanin, mais le président Macron est dans son rôle, d'essayer de récupérer tout ça pour faire une belle opération de communication avant les élections pour dire l'islam de France, c'est moi qui sais le gérer. Dans un instant, la Tunisie avec notre invité qui est là, Monsef Zid, qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Restez avec nous, on est de retour très vite, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF, le grand forum, avec une belle équipe aujourd'hui. Natia Sherif qui est avec nous, Smaïn Tefour, Tarek Mami, Tarek Sassi et la belle histoire. Et notre invité donc qui est avec nous, il s'appelle Monsef Zid. Bonjour Monsef. Bonjour Christophe, merci de m'avoir invité à cette interview, ou plutôt cette discussion. Oui, cette discussion, absolument. En fait, vous êtes membre, vous, du bureau contre le coup d'État, bureau citoyen contre le coup d'État en Tunisie. Première question, qu'est-ce que vous entendez par coup d'État, Monsef ? En fait, aujourd'hui, pas uniquement moi, en fait, je pense que la majorité des institutions internationales, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union Européenne, que ce soit le G7, que ce soit le G20, aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles étrangers qui sont sortis, que ce soit le Washington Post, que ce soit le Newsweek, que ce soit Le Point, que ce soit les Échos. En fait, il y a tout le monde aujourd'hui. Il s'accorde sur le fait que c'est un coup d'État et ce coup d'État-là, il a utilisé un article qui était en fait déformé, manipulé par le professeur en fait un article de quoi ? Du droit. Pardon ? Un article de quoi ? Bonjour. C'est l'article 80 de la Constitution qui dit exactement qu'en cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut prendre les mesures nécessaires par cette situation exceptionnelle, après consultation du chef du gouvernement. Lui, il n'a pas consulté le chef du gouvernement. À l'inverse, il a dissous le gouvernement. Et du président de l'Assemblée des représentants du peuple, lui, en fait, il n'a pas consulté, il a gelé le Parlement. Et après en avoir informé le président de la Cour constitutionnelle, que lui, il a bloqué pendant 2 ans, depuis qu'il est arrivé en fait au pouvoir. Après, il annonce les mesures dans un communiqué au peuple. Et ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Alors, durant cette période, l'Assemblée des représentants du peuple est considérée en tas de réunions permanentes, alors que lui, il a gelé le Parlement et il a mis en fait beaucoup de parlementaires en fait en arrestation. Et dans ce cas, le président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement. Monsef, question de Tarek Mami. Alors Tarek Mami, deux questions. Est-ce qu'on peut d'abord se mettre d'accord sur la définition d'un coup d'État ? Absolument. Ben oui. C'est quoi un coup d'État ? Un coup d'État, c'est un acte qui est préparé dont l'objectif, c'est de changer l'état du pouvoir du pays. En fait, je vais prendre un exemple simple. Le président Kais Saied, il était élu en fait en 2019. Non, mais je ne parle pas de Kais Saied, s'il vous plaît. Je ne parle pas de Kais Saied.
C'est Non, quoi non, la pas- définition? Non, mais attendez. Ma question est simple. C'est quoi un coup d'État? Un coup En d'État, droit international, en droit constitutionnel, en voilà, tout ce que vous voulez. il C'est quoi? existe deux formes. Vous Ah. avez le coup d'État qui est fait par ce qu'on appelle la force, la force solide, soit l'armée, soit la police, et vous avez des coups d'État constitutionnels comme celui que Voilà, un Ben coup d'État Ali il a fait pour constitutionnel. Bourguiba. Mmh. Ce coup d'État-là, en fait, il avait pour objectif de changer les règles et ne pas respecter en fait les règles de l'État ou les règles en fait qui ont permis au président d'arriver au pouvoir. Donc ça, c'était Kais votre Saïed- première réponse qui ne correspond pas à la définition du coup d'État, parce que le coup d'État constitutionnel en dehors de ceux de la Tunisie, si vous voulez, celui de Ben Ali et celui de Kais Saïed, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Donc la Tunisie a une spécificité, elle a inventé les coups d'État. Deuxième question courte. Non, elle n'a pas inventé. Vous savez que le coup d'État dans les pays arabes, ça se passe Militairement. d'une façon continue. Il y a- non, non, mais- non, pas des coups de uniquement force, militaire. généralement, Vous Lequel regardez c'est tous les au plan pouvoirs militaire, arabes. ça se Oui. passe. En fait, la façon de passer. C'est toujours par la force. Et, personne Non, n'utilise. pas forcément, pas forcément. Par Vous avez exemple, beaucoup cher de monsieur, pays- par Vous exemple. avez beaucoup de pays en Non, fait, mais lequel? où le pouvoir il est transmis Lesquels? d'une façon simple parce que les gens ils ont peur et parce qu'avec avec des élections. Donc une qui sont transmission de falsifiées, pouvoir est un coup d'État. Bah oui. Ah bon, d'accord, ok. Bon, Deuxième question, Tariq. Oui, j'ai pas fait de droit constitutionnel quand j'étais plus jeune, mais c'est pas grave. Deuxième question. La constitution tunisienne prévoit que le 1er janvier 2015, la mise en place d'un conseil constitutionnel. 2015. Oui. Bon, Monsieur Kais Saïed a été élu En 2019. en octobre 2019. Oui. C'est M. Kais Saïed qui a donc empêché la mise en place du Conseil constitutionnel entre le 1er janvier 2015 et le 15 octobre 2019, pendant 4 ans et demi, avant même qu'il soit président. Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas eu de Conseil constitutionnel pendant 4 ans et demi. Bah, je vous explique. En fait, c'est simple. Hein. Kais Saïed, c'était un parmi les professeurs d'université qui était consulté. Est-ce qu'il était et au pouvoir? payé. Non, mais attendez, Non, mais monsieur. je vous explique. Non, mais vous il était non, mais vous consulté, m'expliquez. il était Non, consulté cher depuis monsieur. en fait 2011 et payé en fait pour aider dans la rédaction de la Constitution. Et ça, il y a des rapports qui sont enregistrés. Qu'est-ce et qui avec- empêche pendant 4 ans et Non, mais demi? je vous explique. En fait, la Tunisie. Non, mais sans parler, Kais, Vous savez- il n'est pas au pouvoir Non, mais- pendant non, 4 je ans et vous demi. explique. Mais laissez-moi vous expliquer. Il n'est Allez-y. pas au courant. En fait, si, il est au courant. En fait, Kais Saïed, il fait partie de l'ancien système. Kais Ah. Saïed, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui est novice dans la politique. Kais Saïed, c'est quelqu'un qui était toujours. C'est lui qui a participé dans les travaux pour modifier la constitution de Ben Ali pour qu'il puisse en fait se représenter d'une façon indéfinie. Kais Saïed, en fait, il a trahi le peuple tunisien. C'est un mensonge, c'est un grand mensonge. Il est arrivé, en fait, face à un mafieux qui s'appelle, j'ai oublié son nom, en fait, celui qui voulait se présenter. Nabil Karoui. Et à la Ouais. fin, en fait, le seul terme que Kais Saïed il a présenté au peuple tunisien, c'est que lui, il était contre l'État d'Israël. C'est tout. C'est le seul facteur. Non, mais- C'est la Euh, seule euh, chose, non, c'est la seule chose selon vous qui a fait que Kais Non, Saïed est non. arrivé président et que les Tunisiens ont Vous choisi savez- de voter pour Mais lui. c'est la seule. Moi, en tant que Kais Saïed journaliste, n'a pas de attendez, projet. cher monsieur, moi, en tant que Kais Saïed journaliste, n'a pas de projet. Il n'a Donc, pas de en- projet. en ni vérité, il n'a économique, pas de projet. Non, ni mais- social. en tant que Attendez, journaliste, parlez pas en même temps. En tant, Tariq que, Fahmy. en tant que journaliste, Oui. je pose des questions Oui. pour que les auditeurs comprennent. Moi, je connais très bien la situation tunisienne. J'y ai travaillé, j'ai écrit, et je veux faire même un scoop que je dis à Kais Saïed. Moi, j'ai voté contre Kais Saïed. Et vous, je suis sûr que vous avez, comme d'autres, c'est votre droit, comme Oui. d'autres, vous avez voté pour Kais Saïed. Parce que Oui. vous n'avez Ouais, pas... oui. Non, mais parce que vous n'avez pas de la prévisibilité, parce que quand il y a eu la bataille, Nahda, qui est le grand parti de l'époque en Tunisie, n'a pas appelé clairement, n'a pas fait le travail pour que son candidat, M. Mourou, un homme extraordinaire, respecté et respectable, ne devienne pas président, parce qu'il y avait une guéguerre à l'intérieur de Nahda, et on ne pouvait pas avoir deux têtes. Donc moi, la question qui m'intéresse, c'est pas ces débats politiques que vous connaissez, que je connais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot coup d'État le 25 juillet, et c'est surtout, et c'est ce qui me fait mal au cœur en tant que maghrébin et franco-maghrébin et pas en tant que tunisien, c'est qu'est-ce qui a empêché la mise en place d'un conseil constitutionnel quand Kais n'était pas encore président. Ce qui fait que s'il y avait le Conseil constitutionnel entre 2015 et 2019, quand M. Kais Saïed veut faire
son coup d'État constitutionnel le 25 juillet, le Conseil constitutionnel lui dit non monsieur, vous avez tort, et il se tire, ou il se tait, ou il se retire. Mais si vous voulez, on ne peut pas construire... Laisse-moi répondre en fait. Allez-y. Voilà. Moi, je pense que vous savez mieux que moi, toutes les révolutions dans le monde, la plus belle révolution dans le monde, c'est celle de la France. En fait, elle a vécu un siècle pour qu'elle puisse en fait sortir avec une vraie démocratie. La Tunisie, en fait, c'est un pays qui est très pauvre. C'est un pays où les tensions géopolitiques sont énormes. Pendant la période de la création de ce Conseil constitutionnel, il y avait des tensions énormes, il y avait du terrorisme en fait dans tous les sens, et on ne sait pas, il y a beaucoup de procès et on ne sait pas exactement qui était impliqué en fait dans ces attentats, des attentats qui ont concerné des touristes, mais aussi les assassinats de Chokri Belaïd et de Brahimi. D'ailleurs, dans son anniversaire. Dans son anniversaire, on l'a fêté il y a quelques jours. Ouais. Et ce n'est pas normal qu'un pays comme la Tunisie, 9 années après l'assassinat, n'ait pas abouti, ou un jugement. Mais c'est normal, monsieur. C'est normal. En fait, Okay. c'est comme si, vous direz ça à sa femme et à ses enfants. La Tunisie comme étant, la Tunisie n'est pas les US. La Tunisie n'est pas la France. La Tunisie, elle subit une pression énorme dans tous les sens, des pressions géopolitiques. La Tunisie, vous savez, c'est une porte d'entrée, et que tout le monde aujourd'hui, il essaie de manipuler la Tunisie pour l'entrée en Libye et pour aussi en fait qui manipule. Alors, dernière réflexion, et après on va passer à la crise sociale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la crise sociale. Qui joue un rôle important aujourd'hui. Parlez pas en même temps. Est-ce que c'est Soukaï Saïd qui a eu 11 000 Tunisiens qui sont partis faire la guerre en Syrie? Ouais, vous avez en fait, je vous pose une question. Ouais. En fait, moi, c'est malheureux en fait que des journalistes de chez nous, en fait, ils utilisent de l'infox ou de l'intox, comme accusations gratuites. Franchement, c'est de l'infox, c'est de l'intox. Vous avez des informations. Non, mais il y a pas eu. Attendez, parlez pas en même temps. Non, mais moi, en fonction parlez des pas en données. même temps. Nous avons des données, pardon. Moi, je voudrais qu'on parle de la crise sociale, qui est un vrai problème en Tunisie. Et j'oublie que 11 000 Tunisiens sont partis. Ça, c'est de l'intox, c'est de l'infox. Il n'y a pas eu d'intox. C'est de l'intox. Regardez, il y a un procès en Tunisie qui ont participé au départ des 11 000. Vous parlez, et c'est pas des 11 000. Et vous allez voir qui était jugé en fait pour en fait ces départs vers la Syrie et vers l'Irak. Monsef, juste une chose, si tu permets, merci. Moi, je veux bien tout entendre quand même. Il y a des faits sur lesquels on peut pas revenir. La Tunisie, malheureusement, était le pays premier pays qui a envoyé le plus de terroristes en Syrie. Ça, c'est un fait. Plus que l'Afghanistan. Alors, plus que le Pakistan, plus que l'Arabie Saoudite, plus que tous les pays que vous voulez. Pour un petit pays de 11 millions de personnes. Vous basez sur, en fait, c'est des chiffres, c'est clair, mais ils viennent d'où ces chiffres-là? Moi, je vous dis, on a un procès, et le procès s'est passé il y a un mois. Vous regardez le résultat du procès. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est impliqué en fait dans le terrorisme en Tunisie? Vous allez voir. Aujourd'hui, moi je vous dis, la Tunisie a subi une pression énorme. Tout le monde, il essaie de manipuler en fait la Tunisie. L'objectif, c'est d'aborder en fait cette révolution. Vous savez que l'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. La Tunisie, c'est la porte de l'Afrique. Aujourd'hui, toute l'économie mondiale se tourne vers l'Afrique. La Tunisie, c'est une porte. Aujourd'hui, on ne veut pas un pays comme la Tunisie soit un pays démocrate. Et c'est la réalité, point, c'est tout. Donc c'est la faute de l'étranger, c'est pas la faute des Tunisiens entre eux qui s'ouvrent une guerre interne, c'est toujours la faute des étrangers, c'est pas la faute des Tunisiens. Tarek, c'est quand même indéniable qu'il y a une ingérence étrangère. C'est quand même indéniable aujourd'hui qu'il y a une ingérence étrangère. Il n'y a pas d'ingérence en Tunisie. Il n'y a pas d'ingérence. L'ambassadeur de France a plus de pouvoir. Au Guinée, au Sénégal, il n'y a pas d'ingérence. Est-ce que vous savez que l'Afrique, elle détient la plus grande richesse mondiale, que ce soit au nord, l'uranium, tous les produits, en fait, toute la matière première. Et aujourd'hui, ces pays-là, que ce soit le Niger, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, Burkina Faso, la Tunisie, l'Algérie aussi, vous avez une richesse énorme. Mais l'Algérie, comment elle est classée aujourd'hui au niveau mondial et au niveau économique?
Mais on C'est s'éloigne du catastrophique. sujet, Monsef. On s'éloigne du sujet. Pardon de vous couper comme ça. On s'éloigne du sujet pour la simple raison que le sujet du jour, en fait, c'est Kais Saïd. Kais Saïd, c'est de parler. C'est la crise tunisienne. La crise tunisienne. Monsef, est-ce que tu peux nous donner s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner les revendications de votre collectif et surtout pourquoi vous faites appel à la manifestation? Je crois d'ailleurs qu'il y avait une manifestation ce week-end à Paris. Hein, c'est il y en ça, avait Monsef. une à Marseille. Voilà, c'est ça. Il y en avait une à Marseille samedi dernier. On manifeste depuis le 25 juillet. On D'accord. manifeste presque toutes les semaines à Paris. En fait, nous, c'est un collectif qui est composé d'avocats, de juristes, de médecins, de chercheurs. En fait, on est un nombre important de personnes en fait, qui sont contre le coup d'État parce que le coup d'État, son objectif, c'est pas uniquement de changer le pouvoir. Son objectif, c'est de remettre l'ancien système en marche. L'ancien système, c'est une mafia. Qui c'est qui a voté? Excusez-moi. Laissez terminer. Vous pouvez poser vos questions, t'arrêtez, pas de problème. Non, juste une question. Qui a décidé? Ça représente combien? Ça représente la moitié de notre dette. La dette de la Tunisie, c'est 31 milliards. Moi, Christophe, en tant que journaliste. Oui, mais Tarek, laissez-le terminer après. Non, mais parce que c'est des questions. Non, mais la question sur l'ancien régime, qui c'est qui a empêché le vote? Laissez-moi finir. Je parle du social. Laissez-moi finir pour parler du social. Termine, Monsef. Après, on aura une petite pause de pub et Tarek Mami, vous pourrez poser votre question tranquillement. Sur qui n'a pas voté la loi pour interdire à vie le personnel politique de Ben Ali pour que cet argument ne revienne pas. C'est pas Kais Saïd non plus, mais je poserai la question après la pub. Non mais, ok, moi je vais continuer sur le social. Moi, pour nous, l'objectif de ce coup d'État-là, c'est de remettre l'ancien système en marche, c'est de remettre la mafia en marche. Cette mafia-là, aujourd'hui, elle a 15 milliards de dollars qui sont gelés. Laissez-le parler. Les histoires des conteneurs au port de Tunis, on connaît l'histoire. Quand même, Nada était déjà au courant. Il y avait même des éléments de Nada qui étaient impliqués. Je vous parle du social, vous me dites... Non, mais attendez, alors, bougez pas, Monsef, mon cher monsieur. Smile. On s'arrête là parce que ça part dans tous les sens. J'ai de la pub et on revient dans un instant. Ça débat ici, mon Monsef. Voilà, tu vois, ici, on débat, on n'a pas de langue de bois, on y va tranquille. Et tu vas pouvoir... Bah oui, j'espère bien. J'espère bien, Monsef. C'est important de débattre sur la Tunisie. À tout de suite, les amis. On est de retour très très vite sur France Maghreb 2 dans le LGF. Nulle part ailleurs, vous trouvez une émission pareille. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. Tarek, merci. Nadia Sherif, Tarek Mami. Bah oui, c'est intéressant. On parle de la Tunisie, les enfants. Voilà. Vive la Tunisie! Smaïn Tefour est avec nous aussi et notre invité, donc Monsef Zid, donc ce bureau citoyen contre le coup d'État. J'y rajouterai constitutionnel, si vous me le permettez. Monsef. Je suis pas d'accord, Christophe. Oui, vous avez le droit. Je vais sortir du bureau avec Monsef. Louis en moi. Monsef, calmez-vous là, on n'est pas chez Hanouna ici. Monsef. Oui. Question importante. Est-ce que vous êtes en train d'imiter nos frères algériens avec le Hirak? Je pense en fait qu'on est un peu, je pense qu'on est un peu en avance. Pour une raison simple. D'accord. On va faire des amis algériens. En fait, le système, il essaie de démanteler aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de monde qui regarde bien. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui veulent plus en fait investir en Tunisie. Aujourd'hui, on n'a rien la Tunisie. On n'a pas de richesse comme l'Algérie. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. On n'a rien. En fait, aujourd'hui, regardez, il y a actuellement la Tunisie, elle a une pénurie énorme en blé. On n'a plus de blé et on n'a plus de l'huile de colza. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de payer et parce qu'on n'a pas d'argent. En fait, pour le budget 2022, pour le budget 2022, on a besoin de 6,3 milliards de dollars. On n'a pas les 6,3 milliards de dollars. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Monsef. Oui, Tarek, vas-y. Juste, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que la Tunisie, elle est aux mains des spéculateurs et des chefs d'entreprise étrangers. Là, sur l'ingérence internationale, je suis tout à fait d'accord. J'y ai assisté, j'ai même subi, et ça a même alimenté la corruption. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais un pays qui est l'un des premiers producteurs de beaucoup de denrées, qui vendait à l'Algérie, à la Libye, se retrouve aujourd'hui dans la famine. C'est
quand même dû à des spéculateurs et à des gens qui tiennent les rênes. Quand on sait qu'en plus dans le sud de la Tunisie, on a découvert presque 100 ans de gaz, qu'il y a des puits pétroliers, qu'il y a des mineries, qu'il y a beaucoup de choses, que le sous-sol maritime tunisien est gorgé de richesses et qui va être exproprié. Surtout ça, quand est-ce qu'on se bat, quand est-ce qu'on parle? Parce qu'en attendant, la Tunisie, elle continue de s'appauvrir, et les chefs d'entreprise qui viennent en Tunisie de l'étranger, eux, s'enrichissent comme c'est pas possible, et marchent au milieu de nous comme si on était des poulets à l'abattoir, et pendant ce temps-là, nos enfants, ils meurent dans la mer. Et on est à plus de 50 000 personnes qui meurent en Méditerranée aujourd'hui. Monsef. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que, en fait, 2011, il a donné un espoir aux Tunisiens pour qu'on puisse reprendre notre destin dans nos mains. C'était pas fait parce que le système, il est tellement compliqué, l'état profond, il est tellement, en fait, compliqué, et la mafia économique qui est en relation avec les grandes sociétés étrangères, en fait, elle est très, 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 en fait, impliquée en Tunisie. Moi, je dis que c'est vrai, tout ce que tu dis là, c'est vrai. On a besoin, en fait, de reprendre ça en main, mais pour le faire, en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule solution que la transparence, que la démocratie, que, en fait, le choix à travers les urnes. Imaginez-vous un seul instant. C'est pourquoi, Christophe... Le choix des urnes, ils l'ont eu, les Tunisiens. Monsef, pardon, ils ont élu démocratiquement Kais Saïed. Et pour un mandat de 5 ans. Et pour un mandat de 5 ans. Christophe, juste, je te pose la question. Non, c'est moi qui pose les questions, généralement. Imaginez que... En fait, on a une situation de blocage en France, en Allemagne, par exemple aux Pays-Bas. On fait appel au Conseil constitutionnel. Est-ce que quelqu'un il pourra décider de dire « Moi, je gèle tout, je prends le pouvoir dans mes mains, je prends le pouvoir législatif, je suis le seul en fait à pouvoir rédiger en fait des articles, le pouvoir exécutif tout, et je prends aussi la justice. » C'est ce qu'il a fait hier soir. Bon, cher Monsef. Imaginez un pays comme la France ou comme l'Allemagne, elle pourra accepter ça. Est-ce que le peuple français pourra accepter cette situation-là? Moi, je dis non. On dirait Poutine. Est-ce que le peuple français pourrait accepter une guerre contre la Russie? C'est Poutine qui a dit ça hier. Tarek Mami, question. C'est vraiment une question. Avez-vous lu l'article 16 de la Constitution française? Je l'ai lu, oui. Ouais. Il n'était jamais appliqué. Ah oui? Et qu'a fait de M. de Gaulle après le coup d'État des 4 rangs de généraux? Est-ce qu'il n'a pas mis en place pendant 6 mois l'article 16? Oui. Oui, mais ok, faites tout ce que vous dites, ok. Bon, moi, que dit l'article 16? L'article 16, il dit l'article 16. Attends, Monsef, pardon, on va juste préciser aux auditeurs qu'est-ce que l'article 16 quand même, c'est important. Alors, le fameux article 16 de la Constitution française, en fait, les Tunisiens l'ont copié à leur manière, il est devenu l'article 80, et il dit en 2 mots, en cas de péril imminent pour le pays, le président de la République française concentre tous les pouvoirs entre ses mains pour une période, et c'est à l'issue de cette période qu'on va se diriger vers l'Assemblée nationale pour ratifier. Mais l'article 16, c'est tous les pouvoirs. Ouais. Et la France... Nous, en Tunisie, en fait, tout reste dans sa place. Le Parlement, il reste en séance continue. En fait, on ne dissout pas le gouvernement. Moi, je dis, regardez, je ne suis pas le seul à le dire. Moi, je dis qu'aujourd'hui, toutes les alertes internationales, Crisis Group, c'est la première fois que la Tunisie, elle est située parmi les 10 pays où le danger imminent, c'est la défaillance de l'État. Oui. C'est Crisis Group, l'article, il vient de sortir en janvier. Oui. Il parle de la situation sociale. Quel journal? Quel journal? C'est le groupe Crisis Group qui parle en fait de la situation économique des différents pays avec en fait une échelle bien définie sur l'état économique, politique et social. Et en fait, c'est ça le plus dangereux aujourd'hui. On est incapable de sortir vers l'étranger, à l'extérieur, pour prendre de l'argent. Pour une raison simple, c'est que personne ne va te donner de l'argent si toi, tu n'as pas d'institution. On n'a rien aujourd'hui. On n'a pas de parlement. Alors moi, ce qui m'intéresse... On a créé depuis 2011. Et le dernier, c'est le Conseil suprême de la magistrature. Et vous savez pour quelle raison il le ferme, le Conseil suprême de la magistrature? Supérieur. Conseil supérieur de la magistrature. En fait, pour quelle raison il le ferme? Il le ferme pour une raison simple. C'est que depuis le 25 juillet, il a essayé de tordre la main à ce Conseil-là pour une nouvelle loi. Cette loi-là, elle va ouvrir la porte à un groupe qui s'appelle... En fait, c'est les milices
ce qu'on appelle les milices de Al-Hashd Shabi. C'est pareil que les milices en fait qui sont présents en Irak et qui sont présents. Et c'est différent des milices qui ont été montées par Nahda en 2013. Parce que regardez, moi ce qui me fait mal. Mais c'est quoi? Moi je m'en fiche de Nahda. Ah ben moi aussi, ça tombe bien. Non, mais, moi ce qui m'intéresse, tunisien. J'adore mon pays, je veux que mon pays s'en sort. Tout à fait. On est d'accord. Mon pays, je m'en fiche complètement. On est d'accord. Que le Nahda elle part, je sais pas où. Mais moi, s'il y a des élections, on est d'accord. C'est à travers les urnes en fait qu'on choisit les gens. On est d'accord. Mon cher Monsef, bougez pas. On revient dans un instant, mon cher Monsef, ne quittez pas parce que moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est vos revendications dans un instant. C'est important. Exact. Et la crise sociale, bien sûr. La crise sociale, c'est ça le plus grave et c'est ça le plus important. Et c'est ce pourquoi il est là, notre ami Monsef. À tout de suite, ne bougez pas. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec beaucoup de monde aujourd'hui en plateau. Monsieur Smaïn Tefour, Tarek Sassi, Nadia Sherif, Tarek Mami et la belle histoire aussi. Et notre invité, Monsef Zid. Monsef, sur la crise sociale, vos revendications, c'est important de les écouter et de les entendre. Monsef. Voilà, en fait, sur la crise sociale, aujourd'hui, vous savez bien que les Tunisiens, en fait, vivent, en majorité, ils mangent trop de pain, les Tunisiens. C'est comme ça, en fait, on mange parfois spaghetti avec du pain. Donc, et on mange parfois du couscous avec du pain. Rassure-toi, moi aussi, alors, tout va bien. Quand même. Voilà. Non, mais moi aussi, t'inquiète, je mange du pain avec du couscous. Hein, voilà. Le blé est une denrée importante dans vous êtes tunisien. T'es bien tunisien, Monsef, tout va bien. Voilà, non mais je suis bien tunisien, oui c'est vrai. Donc le pain, ça joue un rôle très important. Vous allez dans les villes les plus, les villes internes, vous allez à Gasserine, vous allez à Tataouine, à Kbilli, à Sidi Bouzid, toutes ces villes-là en fait qui n'ont pas eu leur chance depuis 1956. Jamais en fait ces villes-là ont été regardées avec une vision claire parce que c'est ces gens-là qui ont donné de leur vie, qui ont donné en fait de leur sang, qui ont donné de leur âme contre la colonisation d'une part, mais aussi contre tous les régimes, que ce soit Ben Ali, que ce soit Bourguiba. Ces gens-là, ils vivent en fait donc la Tunisie, excusez-moi, Monsef, moi quand on parle de la Tunisie, je souhaite s'il vous plaît que vous parliez de 56 à ce jour, ça fait 3 fois. Vous parlez de Bourguiba et de Ben Ali et vous faites comme si depuis le départ ou la fuite de Ben Ali 2011, il n'y a rien eu dans ce pays. Il y a les 3 régimes qui ont dirigé ce pays. Bourguiba à sa manière, mais Bourguiba a donné l'école, la santé et les statuts des femmes. Une élite. Non, mais et l'élite tunisienne. Il ne faut pas oublier l'ombre au tableau, c'est la révolution du pain. Il ne faut pas l'oublier, n'empêche. Il ne faut pas l'oublier. Après, on a eu donc le Ben Ali et après, on a eu un autre régime. Je laisse Monsef libre de le qualifier comme il veut, de 2011 à l'arrivée de Kais Saïed. Et en fait, il y a une perpétuation en Tunisie, j'allais dire, de travailler sur la côte et beaucoup moins dans ce qu'on appelle les régions intérieures, donc Kasserine, Lokef, Gafsa, Tataouine et tout ça, parce que les élites tunisiennes sont toutes issues donc de la côte. Et alors que pendant la guerre, il n'y a pas eu de guerre, en fait, il y a une bataille pour l'indépendance de la Tunisie, mais on ne peut pas parler de guerre comme en Algérie. Les troupes. Si, on peut parler de guerre. On a des martyrs, des centaines. Vous avez des martyrs, mais il n'y a pas de guerre. C'est pas la guerre d'Algérie, c'est pas la guerre d'Irif. Donc les mots, ils ont aussi un sens. Et c'est pour ça qu'on utilise des mots. Excusez-moi, je termine mon idée. Je vous laisse terminer, cher Monsef. Il s'est quand même battu. Non, mais il s'est battu, mais pas avec les armes. Il avait d'autres. Avec les armes. Qui a tué, en fait, la bataille de Bizerte, en fait, qui a tué Gerbo. S'il vous plaît. Alors restons sur la crise et on se prendra volontiers un café avec cher Christophe et avec Tarak autour d'un café parce que quand vous lisez avec plaisir parce que quand vous lisez les conditions de la guerre de Bizerte, la guerre de Bizerte c'est pas une guerre, c'est Bourguiba qui voulait marquer 3 points puisque vous parlez de Bourguiba tout à l'heure à la fois pendant la guerre d'Algérie et en fait pour détacher la Tunisie, sa souveraineté territoriale de la France, qui a jeté des jeunes, moi j'y étais pas dans la guerre, mais j'étais en Tunisie à l'époque, et on venait chercher les jeunes. Est-ce que tu veux aller libérer Bizerte? Et des gens qui savent pas la différence entre un caillou et un fusil, on les montait dans un camion et sont partis à Bizerte. Alors, parlons pas de Bizerte, s'il vous plaît. C'est une autre histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans votre analyse de crise sociale aujourd'hui, que nous partageons tous, c'est l'augmentation du prix du pain. C'est tout ça. Alors, c'est à la fois les conséquences, je le dis, je l'écris, parce que moi, j'ai pas de tabou, de certaines des décisions de Kais Saïed depuis le 25, parce qu'en fait, aujourd'hui, les Tunisiens de Tunisie ne se parlent pas entre eux.
Et ce n'est pas parce que les Français ou les Américains leur interdisent de se parler. C'est parce que aujourd'hui nous sommes dans une situation historique qui fait qu'on est sorti d'un régime autoritaire, moi je dis jamais dictatorial, mais autoritaire, à un régime de liberté totale, et qu'on n'a pas encore trouvé le juste milieu pour que les Tunisiens apprennent à se parler, à s'accepter. Et donc celui qui arrive au pouvoir, Béji a essayé, mais il a été flingué par son fils. Et après, donc, vous avez, les premiers ministres de Nahda, et après vous avez Qaïs, et on a cette mauvaise tendance que celui qui arrive accapare le pouvoir. Et tant qu'on n'apprend pas en Tunisie à partager le pouvoir, entre donc le judiciaire, l'Assemblée et ce Conseil constitutionnel, on restera dans cette situation. Moi, dans cette crise, je vous rejoins sur un point, les Tunisiens de Tunisie aujourd'hui ne peuvent plus, ils ont un niveau de vie, et ça vous allez me le reconnaître, dégradé économiquement par rapport au niveau de vie qu'ils avaient sous Ben Ali. Donc ils avaient la dictature et l'économie qui marchait, et l'interdiction de la liberté de parler. Et depuis 2011, il y a la liberté de parler, il y a la liberté d'expression, il y a beaucoup de nouvelles libertés, y compris par les femmes, même si la progression n'est pas aussi énorme que sous Bourguiba, mais il y a un effondrement de ce qu'on appelle la classe sociale moyenne, la moyenne qui a disparu. Et aujourd'hui, en Tunisie, nous avons les très 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 riches, et les pauvres et les très pauvres. Et donc, en fait, je vous rejoins en fait par rapport à votre analyse. Il n'y a aucune différence. C'est pourquoi en fait ce groupe de citoyens contre le coup d'État, nous en fait on a une vision en fait, et cette vision-là, elle dépasse en fait le clivage qui existe aujourd'hui. Et s'il y a un problème aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en fait, pour les Tunisiens, c'est que les Tunisiens n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Et la partie idéologique, elle joue un rôle majeur en fait sur le choix politique et économique et social. Moi, je vous dis, l'objectif principal, nous, on dit que la Tunisie, c'est un pays qui a une richesse intellectuelle énorme. Moi, j'ai fait des études en fait pour comparer entre des pays comme la Tunisie et le Pays-Bas. Prenez ces deux exemples qui paraissent en fait proche au niveau de la logique. Le Pays-Bas, c'est un pays où en fait son espace il est de 1/3 comparé en fait par rapport à sa superficie comparé à la Tunisie. 1/3 de la Tunisie. Le Pays-Bas, c'est 850 milliards d'euros au niveau PIB. La Tunisie, en fait, on a 45 milliards de PIB. Mais 45 milliards de dollars. En fait, on dit il y a un décalage énorme. Bourguiba, en fait, avec tout le respect que je lui dois par rapport à ce qu'il a fait, mais en fait, ce qu'il a fait, c'était tout à fait normal par rapport à un président qui sort, en fait, d'une colonisation. Mais il y a d'autres présidents qui ont sorti d'une colonisation, comme des guerres aussi énormes, comme l'Allemagne, et qui sont devenus, en fait, parmi les 5 meilleures forces au niveau mondial. Qu'est-ce qui nous manque, en fait, à nous, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains ou d'autres, pour être en fait des pays en fait au niveau européen? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il nous manque? Il nous manque de nous parler et de nous accepter. Moi je dis, ce qui nous manque, c'est la démocratie. Absolument d'accord. Et personne ne peut me dire que en fait, la dictature, elle ramène du bonheur. Elle ramène jamais du bonheur. Monsieur Monsef, je me permets de vous couper. Monsieur Monsef, je me permets de vous couper, s'il vous plaît. Donc, en parlant de démocratie, vous avez entièrement raison. Sauf que pour les pays que vous venez de citer, ils ont leur particularité. Ils ont une culture démocratique qui est quand même séculaire par rapport à nous autres. Moi, je suis algérien pour ma part. Et je peux vous dire que nous avons connu ce problème durant les années 90. Pour la simple raison, moi, j'ai même vécu cette expérience à l'époque, parce que j'étais journaliste encore en Algérie, et je peux vous dire qu'à l'époque, nous avions, nous, une élite, comme vous avez bien dit pour l'élite tunisienne, d'ailleurs, qui est 2 fois plus supérieure que la nôtre en Algérie, malheureusement a été cassée depuis. L'élite tunisienne, il est vrai qu'elle peut assurer ce genre de boulot, sauf que le reste ne suit pas. Le reste ne suit pas. On a vu comment ça s'est passé avec les différents courants présents dans l'Assemblée de Tunisie. Donc, ces gens-là n'ont pas su justement saisir cette opportunité pour promouvoir la démocratie au sein de la société. Ce travail n'a pas été fait malheureusement. Donc c'était quelque part un dialogue à bâton rompu. Les Tunisiens, ils ne demandent qu'une chose en ce moment, c'est de remplir leur ventre qui est creux en ce moment. Oui. C'est ça le problème. Oui, oui. Donc pour revenir aussi aux élections dont vous avez parlé tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis démocrate inconditionnel. Et je peux vous dire une chose. Si, par exemple, Kais Saïd a fait un renversement, on peut l'appeler comme on veut. Moi, pour ma part, c'est un renversement institutionnel parce qu'il y a eu un déséquilibre de force par rapport aux 3 forces existantes. Sauf que
il faudrait accorder à ce monsieur, quelles que soient ses intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, moi je soutiens aucun dictateur au monde, mais je peux vous dire une chose, il faut accorder du crédit à ce monsieur et lui donner ne serait-ce qu'un sursis. Parce que le 13 décembre dernier, il avait annoncé la tenue d'élections présidentielles. Non, pas présidentielles. Législatives, pardon. Oui, merci de me reprendre, Tarek. Donc, législatives pour le 17 décembre 2022. Et la tenue d'un référendum pour amender la Constitution. Parce que la Constitution... C'est-à-dire qu'il y a un Pardon, monsieur calendrier. Mansef, s'il vous plaît. Mansef, juste un mot, je finis. Juste un mot, s'il vous plaît. Donc, la Constitution tunisienne, elle est véritablement démocratique. Il n'y a pas de doute là-dessus, sauf qu'il y a des imperfections. Pardon ? Pardon ? Elle n'existe plus, la Constitution. Non, officiellement, elle n'a pas été suspendue. C'est l'action, c'est l'action du gouvernement et l'Assemblée qui a été, c'est le travail de l'Assemblée qui a été gelé. Le terme technique. Non, mais il a gelé la Constitution aussi. Non, la Constitution, non, parce que sinon, il serait hors la loi, Saïd. Excusez-moi, le terme technique exact, et il a gelé une partie de la Constitution. Celle donc, la dernière partie, mais il n'a pas gelé, par exemple, la partie relative à la liberté d'expression. Il y a 3 morts, en fait, il y a un mort qui a été tué, en fait, le 14 janvier. C'est quoi la liberté d'expression ? En fait, la liberté d'expression, les gens sont descendus le 14 janvier pour fêter la Révolution. Vous avez vu, est-ce que vous regardez les journaux, en fait, internationaux ? Je ne vous demande pas de regarder les journaux de la Tunisie. Regardez tous les journaux. Washington a pour sa part soutenu donc les décisions de Kais Saïd pour les élections législatives. Attendez, il y a aussi l'Europe qui a cautionné la démarche. Donc attendons, wait and see. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. 10 ans qu'on fait 11 ans. Mais c'est bien. Ce que veut dire Smaïn, et c'est très intéressant. Monsef, 2 secondes. Ce que veut dire Smaïn, et c'est très intéressant, c'est que Kais Saïd a annoncé un calendrier. Pourquoi ne pas... Oui, mais d'accord, ça n'a pas de sens, mais il est là le calendrier. Attendez, après... Il y a le référendum aussi. Il y a le référendum. En fait, quand vous dites ça, s'il y a quelqu'un, moi, je suis venu au pouvoir grâce à la Constitution. Aujourd'hui, je gèle la Constitution, j'enlève en fait le Conseil supérieur de la magistrature, je gèle le Parlement, je dissout le gouvernement, je reprends tous les pouvoirs et je prépare un vrai référendum. Sur quelle base ? Vous imaginez, le référendum, il est fait sur quoi ? Le peuple tunisien peut rejeter le président, le peuple tunisien peut rejeter et voter contre le référendum. Mais rejeter quoi, en fait, sur Internet aujourd'hui ? C'est avec votre pièce d'identité, votre numéro de téléphone, vous pouvez décider, en fait, sur quel régime vous souhaitez. Mais on s'en fiche, on n'est pas des chiens, on n'est pas des esclaves. Soyons réalistes et donnons, encore une fois, chaque nom à chaque action. Ce qui se passe. Attendez. C'est quoi les actions ? C'est un coup d'État s'il vous plaît. De A à Z, c'est le système. S'il vous plaît. Aujourd'hui, ce qui se passe sur Internet, ça s'appelle une consultation. Au mois de juillet. Synthèse. Une consultation. Oui, une consultation pour tirer la synthèse. Je parlais pas en même temps. Tarek Bami. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on peut être contre Kais Saïd. Je vous ai dit, moi, je suis franc. Moi, j'ai voté contre. Donc c'est pas moi qui aujourd'hui va défendre le bonhomme. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais je fais de l'analyse politique. Donc aujourd'hui, vous avez en Tunisie une consultation. Ce président Kais Saïd dit je tire la conséquence de cette consultation et je ferai un référendum au mois de juillet et des élections le 17 décembre. Le peuple tunisien, pour vous, et ça c'est une question, est-il assez mûr pour voter pour la proposition de référendum au mois de juillet ou de la rejeter ? Et si on va se trouver, vous et moi, piégés par un peuple tunisien qui va voter pour le référendum de Kais Saïd, vous allez continuer à dire coup d'État, Kais. Et il y a un peuple qui va trancher. En fait, il nous reste 3 mois pour trancher. J'étais là en 2011, en fait, et je suis passé même dans votre studio. Avec plaisir, 2011, vous êtes chez vous, ici, quand vous voulez. Malgré que Ben Ali, il sort avec des résultats de 95%. Moi, j'étais contre Ben Ali. Et les élections qui ont eu lieu entre 2011, 2014 et 2019, ce sont des résultats à la Ben Ali ou ce sont les résultats acquis ? Ils étaient démocratiques ou pas ? Moi, je vous dis, j'étais dans l'équipe de Kais Saïd. Je l'ai aidé, en fait, à devenir un président. Mais il a trahi. Ça s'appelle un amour du Sus, ça. Bien sûr. Il a mis sa main sur le Bien sûr. Et il a juré. Il nous a tous trahis. La Constitution. Il a trahi ceux qui ont voté pour lui. L'article 80, il est clair.
Monsef. Indirectement, il a trahi tous les Tunisiens. Non, il a trahi ceux qui Moi, j'ai milité, j'ai voté pour Nabil Karoui. Alors, Quoi? T'as voté pour un mec en prison, toi? C'est fou. Oui, j'assume. Il a donné des pâtes. Il a donné des pâtes. Il a donné de quoi manger à des gens qui crevaient de faim. Pendant que les autres se gavaient. Voilà. Bon, alors, avant que Christophe décide donc de terminer cette partie, moi, la question que je vous dis, avec ces manifestations et avec ces trucs, comment nous faisons, nous qui sommes des Tunisiens, parce qu'on est en France, j'allais dire, il faut voir, moi j'ai pour habitude de dire que les Algériens se battent en Algérie, les Tunisiens se battent en Tunisie, les Marocains se battent au Maroc, et nous ici, nous sommes là pour soutenir ceux qui se battent là-bas, mais on ne parle pas à leur place. Aujourd'hui, cette crise sociale... Je ne parle pas à leur place, je suis Tunisien comme vous. Vous êtes Tunisien, vous êtes Français. Vous êtes Français, vous êtes Tunisien. Aïe, on y va. Moi, je suis franco-tunisien. Ah bah khlas, donc vous parlerez de France en France et vous parlerez de Tunisie en Tunisie. Non, pas du tout. Parce que j'ai l'ambassade de Tunisie en France ici. Je suis un citoyen. Moi, je suis désolé, mais il y a des choses qui se décident sur la Tunisie qui se passent ici. Bah oui. Et pourquoi tous les pays africains manifestent ici à Paris? C'est parce qu'il y a beaucoup d'ingérence, que ce soit de l'Union européenne ou du gouvernement français, et donc... Plus les Tunisiens fermeront leur gueule, et plus on s'enfoncera dans cette crise. Est-ce que les Tunisiens de Tunisie ferment leur gueule aujourd'hui là-bas? Non, je crois que oui. En fait, vous m'avez pas laissé dire. En fait, le 6 février, le président de Kais Saïd, en fait, il est parti à minuit 30 au ministère de l'Intérieur. Et il a réuni, en fait, la force majeure. En fait, il a réuni tous ces cadres. Il leur a dit, en fait, vous avez, en fait, pour le dimanche, vous avez, en fait, sorti un article pour interdire la manifestation du 6 février. Moi, je vous demande en fait d'annuler en fait cet article-là et je demande au peuple tunisien de descendre pour demander la dissolution en fait du Conseil supérieur de la magistrature. Combien de personnes sont sorties le 6? Je sais pas, en fait, vous pouvez regarder, combien de personnes sont sorties. Vous n'avez pas le chiffre. Vous n'avez pas de chiffre. C'est une minorité. Il n'y a même pas. Donc vous voulez faire le bonheur des gens malgré eux. Les gens ne sortent pas pour contester les choses. Et vous, à partir de Paris, à partir de la place de la République, non, mais on ne va pas polémiquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le drame de la crise sociale. Lorsqu'on fait une manif, vous pouvez demander à la police française. On est plus que 1000 en fait au niveau de la manif. La dernière fois, c'était 800 personnes. Mais on est Tunisiens, on aime la Tunisie, comme aussi on aime la France. On aime la Tunisie, on veut défendre notre pays. Moi, je pense qu'on a la chance. Bon, je voudrais qu'on écoute deux auditeurs rapidement. Monsef, il y a Lounès qui est avec nous, qui n'est pas tunisien, mais qui souhaite donner son avis. Salut mon Lounès. Et où Lounès? Lounès, il est parti. Alors je vais prendre quelqu'un d'autre qui attend patiemment. Bonjour, allô. Alors attendez, hop, j'ai un petit problème apparemment avec le téléphone. Allô. Très bien, bon. Alors tant pis pour les auditeurs. Donc merci beaucoup en tout cas, mon Monsef. Il y a une manifestation de prévue peut-être bientôt. Samedi prochain. En fait, on a une manif le 19 à Milan. Il y a beaucoup de Tunisiens en Italie. Vous voulez aller manger de la pizza, vous êtes des escrocs, les mecs, arrêtez, vous voulez aller manger de la pizza et des pâtes. Et ils n'ont pas de pouvoir d'achat, mais ils vont là-bas. Avant de conclure, il y a des chiffres quand même importants qui ont été énoncés dans cette manifestation, qui, j'aimerais le dire parce que j'ai observé, qui a été pluriel au niveau politique. Il y a même eu des proches de Jalel Brik qui étaient là. Il y a quand même des référence. Chacun est libre. Va en Tunisie et pose la question, est-ce que vous connaissez Jalel Brik? Je suis d'accord avec toi, avec vous, excusez-moi. Je suis d'accord avec vous, mais on peut pas être d'accord sur tout avec Jalel Brik, mais il y a quand même des choses qui sont pertinentes. Mais pour dire que voilà, il y a une pluralité des personnes qui étaient présentes là-bas sur place. Et il y a des gens. Il y a même des démocrates qui sont contre, comme Michel Majbouni. Il y a des gens, avec qui j'étais pas d'accord. Mais voilà, l'essentiel c'est quoi aujourd'hui? C'est la Tunisie, et il y a des chiffres clés qui ont été énoncés. C'est par exemple sur la viande, il y a une augmentation rien que sur une année de 21%. Et sur le nombre de fonctionnaires depuis 2011, vous avez une idée? Non. Je vous le donne. Quand Ben Ali est parti, la Tunisie avait en gros 480 000 fonctionnaires. Aujourd'hui 820 000. Qui les a embauchés? C'est Kais Saïd qui a embauché tous ces gens-là? Non, mais il vient d'où les il vient de tout ce que vous voulez. Qui les a embauchés? Kais Saïd? Non, mais c'est important de savoir. Il vient d'où? Alors, non, mais monsieur, on va pas polémiquer de viennent d'où, parce que moi je sais d'où ils viennent.
Mais c'est la police, en fait, aujourd'hui. Et Tunisair, il y a combien de personnes qui ont été embauchées après 2011? Tunisair, vous avez en fait... Qui les a embauchés? Kais Saïd? Qui les a embauchés? Alors mettons les pieds dans le plat, puisque vous voulez pas faire de la politique. Non, je veux faire la politique. Moi, j'aimerais bien. Qui les a embauchés? Qui était au pouvoir et qui a embauché 400 000 fonctionnaires? Non, mais qui a embauché? Tarak, je vous pose la question. Nidatoun et Nav. Nidatoun, c'est arrivé en quelle année? Le plus important, c'est l'Union Générale des... Elle est arrivée en quelle année? Le GTT aussi a sa part de responsabilité. Qui était au pouvoir pendant 10 ans? Nahda. Alors on va pas tourner autour du pot. Je m'en fiche complètement. Mais il faut regarder réellement au niveau du pouvoir comment il était divisé en Tunisie. Les 10 ans, ce sont des 10 ans où il y avait des institutions qui ont été mises en place. Il y avait en fait les droits, les libertés. Et je suis d'accord sur le fait que ce qu'on a oublié, ce sont les valeurs de la révolution tunisienne. C'est la dignité et c'est en fait le travail, la dignité et manger à sa faim. Tout à fait. Dernière question. Non, ça y est, on a... Non, mais vraiment, dernière question de ma part. Quand les élections constituantes en 2011 ont été faites, l'engagement de tous les partis qui se sont présentés, la durée du mandat, c'était combien de temps? Réponse 1 an. Ils sont restés au pouvoir combien de temps? 3 ans et demi. Non mais excusez-moi, les faits sont têtus. Et donc, vous avez un président élu pour lequel j'ai pas voté encore une fois, qui a un mandat de 5 ans. Il fait ce qu'il a à faire, faut le combattre. Et vous avez une constituante qui a été élue pour 1 an, avec la Troïka, et qui est restée 3 ans et demi au pouvoir. Donc, venez m'expliquer à moi que ceux qui arrivent au pouvoir ne le gardent pas. Excusez-moi, vous êtes journaliste. Il n'y a pas un seul journaliste qui était emprisonné. Il n'y avait pas une seule chaîne de télé qui était fermée. Il n'y avait pas une. Il y avait pas en fait. Ah si, pour la chaîne de télé, si. On a mis les bâtons dans les roues, hein. Ah oui, de Nesma. Il faut jamais oublier ça par rapport à ces programmes. Attendez, oui, monsieur. Parce qu'elle a diffusé le film sur le prophète. Absolument. Si vous voulez, l'histoire est un bloc, disait Marc Bloch. Oui, mais Nesma, qu'est-ce qui s'est passé pour Nesma? Elle était fermée. Elle a été fermée, après elle a été rouverte. Elle a été suspendue pendant un moment. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, franchement, il faut regarder les choses. Il faut pas prendre. Les Tunisiens n'acceptent pas de se parler entre eux là-bas. Vous parlez de journaux, vous parlez de faits dont vous citez pas les sources. Nous, en journalisme, on cite les sources, ce qui rend l'information crédible. Mansef, dernière chose. Non, ça y est, on arrête là. On arrête. Je voudrais que tu nous rappelles, s'il te plaît, le lieu et la date de la prochaine manifestation et éventuellement aussi vos réseaux sociaux si vous en avez, cher Mansef. Voilà, donc réseau social, c'est sur Facebook, on a une page, c'est Mouatinoun Adad al-Inqilab. Ça d'une part, la manifestation, ça sera le 19 à Milan, devant en fait l'ambassade, le consulat de Tunisie en fait à Milan. Ouais. Et la manif d'après le 25, ça sera en fait à la République. Très bien. Merci beaucoup, mon CFZ, en tout cas, d'être venu. Désolé si j'ai parlé fort. Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes un peu émotif. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, je comprends votre détresse. Franchement. On a besoin si j'ai compris. Ensemble, on a besoin de se battre. Non. Il a fait un devoir de citoyen. Donc, si j'ai bien compris. Il faut respecter les opinions. Donc, si j'ai bien compris. Il n'y a pas mieux que la démocratie pour créer la richesse. Bon, si j'ai bien compris, sur cette radio avec M. Christophe Fro, vous avez été reçu en 2011 dans la gloire de ce que vous appelez la révolution, qui pour moi, je vais vous choquer, n'est pas une révolution, mais bon, c'est le peuple qui s'est exprimé quand même. Oui, non, mais il y a une différence entre le peuple et la révolution. Non, mais arrêtez, on partez pas dans la polémique. Non, on remonte pas. Donc vous avez été reçu 2 fois, et cette radio est ouverte pour tout le monde, mais avec chacun de nous pour des précisions, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la conclusion que les auditeurs vont tirer de cet échange, et pas ce que vous pensez ou ce que moi je pense, tout ça c'est secondaire. Et la conclusion elle est sur la crise sociale et le manque de pouvoir d'achat des Tunisiens qui, comme en Algérie, ne peuvent plus avoir accès à l'huile. Non mais il y a une crise maghrébine. Il y a une crise maghrébine. Il y a une crise maghrébine. Bon. On se concentre sur du foot, il y a une crise sociale maghrébine. Il y a le franco-algérien. Famine qui arrive. Merci beaucoup, mon Il y a une famine qui arrive. C'est un chauvin. Dans certaines régions, il y a une famine qui arrive. Faut être sérieux un peu. Mais on a oublié le grand fautif,
le Covid, Oui, qui a mis par terre la Tunisie. Faut pas oublier on avait ça. un franco-tunisien, maintenant on a un franco-algérien. Non, donc non, Christophe, mais et puis bon, comme ça, c'est non, clair. mais on se trompe pas de Christophe, sujet. je sais même pas d'où il vient, Christophe. Je sais même C'est pas ça, s'il est c'est- français ou Qu'est-ce qu'il y a, algérien. Manadia? On Pardon. s'est entendu. Non, Qu'est-ce qu'il y mais a? il faut dire aussi que merci à cette émission parce que depuis tout à l'heure, je Oui. m'informe. On apprend des et trucs, j'ai t'as dit, hein, t'as jamais vu autant appris en peu de temps sur la Tunisie. C'est vrai, c'est vrai. Oui. On apprend. Bravo. Et en tout cas, ils informent non vraiment, mais c'est il pas Non, comme il une faut chaîne. dire, il faut autant dire que c'est un tunisien que travail. marocain Oui, bien qu'algérien. sûr. On est Il faut dire d'accord. que c'est un pays magnifique. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à y aller parce que on peut aussi participer à la reconstruction de ce pays ou en tout cas l'aider à sa manière. Il faut. C'est d'aller en vacances en Tunisie. Il y a de super beaux endroits. Moi, j'ai absolument kiffé ce pays et dès que je peux, j'y retournerai. Et vraiment, c'est avec grand plaisir. Qui plus est, les Tunisiennes et les Tunisiens sont vraiment super sympas. Et en plus, quand vous avez un accent genre algérien, vous avez tous les droits là-bas. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais... En race gratis. non mais c'est vrai, ils aiment beaucoup les Algériens et les Tunisiens. Et respectivement Bah, c'est d'ailleurs. les voisins. Oui, absolument. Allez, merci beaucoup. Dans un instant, merci Monsef, à bientôt. Hein. Merci. Aïchek, Roya. Merci beaucoup. Dans un instant, la belle histoire qui, avec un petit peu de retard, là, on va changer de sujet. Là. Petit Ryan, évidemment. Il nous a fait un petit texte là-dessus. Et puis, sur cette affaire dramatique. Et puis le zapping, bien sûr. Et on va parler, j'espère qu'on aura le temps, de Macron-Poutine. Un dialogue à la russe. C'était intéressant hier. Hein. En fait, Macron, il est parti là-bas. Une table de 4 mètres. Ouais, vous avez vu, Ils ont bien mangé. Hein. Ils ont bien mangé. Alors que pour le président argentin, c'était une petite table. C'est 4 mètres. Et ça, 6 repas, par un repas, mais 6 mets Ils ont différents. bien mangé. Hein. Ah oui. Ah, C'est attention. ce qu'on appelle en russe un niette. Restez avec nous dans un instant, on est de retour, la belle histoire. Prépare-toi dans un instant, le petit Ryan. On y revient avec ce texte que tu as choisi d'écrire. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec cette belle équipe aujourd'hui. Nadia Chérif qui a écouté attentivement depuis tout à l'heure. J'étais très très intéressée et sincèrement merci parce que j'ai énormément appris. Bon, formidable. Alors, si cette émission sert au moins à ça, à que Nadia a appris des choses aujourd'hui, écoute, je suis ravi. En gros, tu me traites de blonde. Non, pas du tout. Non. Ce que tu n'es pas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je confirme qu'elle n'est pas blonde. Hein. Ouais, et attention, j'ai rien contre les blondes, Nadia, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, je sais D'ailleurs, pas. on a une super blonde dans l'équipe qui sera là demain. qui fait un travail extraordinaire Oui, c'est vrai, et qui dément cette phrase des blondes. Voilà, absolument. Un mythe. Ouais. Alors, on va écouter maintenant la belle histoire qui lui aussi est très attentif et qui m'avait contacté pas plus tard qu'hier pour essayer de livrer un texte avec ces mots dont il a lui seul le secret sur le petit Ryan qui a mobilisé évidemment et voilà, qui a occupé beaucoup de gens et qui a ému à travers le monde. C'est vrai que tout le monde avait les yeux braqués sur le Maroc et sur ce qui se passait dans cette région. En même temps que les Sourkouris, dans le nord du Maroc, cette belle région du Rif, effectivement, où tout le monde était braqué sur le Maroc. Tu diras deux choses après. On va écouter juste la belle histoire. Oui, Nadia, tu vas écouter la belle histoire parce que vraiment, il a du talent, tu le connais quand même. Ah, mais moi j'aime beaucoup. Alors, la belle histoire, c'est à toi, on t'écoute. Que t'a inspiré cette tragédie du petit Ryan dans l'Arahmou? Amin. Le texte que je vais lire, c'est un texte que j'ai publié sur Facebook le lendemain de sa disparition et le titre s'appelle tout simplement 5, comme son âge. Il a et aura à jamais 5 ans. Le petit Ryan, la jeunesse éternelle à la lecture de son doux visage. Il a une mère et un père. Un père, en un seul mot, et sans doute ce chiffre 5 qui l'a accompagné du début jusqu'à la fin et qui est tellement symbolique au regard du destin qui l'attendait. Subhanallah, le puits dans lequel tomba le petit me fait justement remplacer dans mon esprit le mot puits par caverne. Al-Kaf, ou cette caverne minuscule où l'obscurité fut balayée par la lumière divine. Ryan a dû prier de toutes ses forces pour son salut et s'encourager à vivre. 5 ans, et ce petit ange a réussi en 5 jours de survie à donner une leçon de vie à la terre entière. Les familles avaient un enfant de plus en sa personne, et pensées et affections lui sont arrivées par un petit canal de vie. Pour moi, tout est relié. Je me souviens petit où mon père s'interrogea pourquoi j'avais la tête à l'envers.
je regardais un documentaire animalier sur Feu la 5. Et ce qui m'intéressait, c'était justement le logo 5. Et j'ai dit, papa, regarde le chiffre 5, il ressemble à un kef à l'envers, la lettre kaf en arabe. Et il m'a répondu, oui, c'est vrai, en souriant. J'avais le même âge que Ryan, 5 ans. Subhanallah. Ryan a été vaillant et l'humanité s'est appuyée sur 5 piliers pour invoquer le Très-Haut et donner force au courage et courage aux petits. Les yeux rivés sur cette grotte refuge des entrailles de la terre à plus de 32 mètres de profondeur. On a creusé à la pelleteuse, à la main de l'homme qui pioche la roche dure jusqu'à arriver au but. Mais Ryan a tendu la main de Dieu pour rejoindre les cieux, épuisé par l'épreuve des temps. Ryan a mobilisé nombre de pères dieux et a répondu à l'appel de son Seigneur. Ryan, un prénom à 5 lettres, 5 ans de la religion aux 5 piliers, est resté 5 jours sous terre mobilisant les 5 continents, musulmans ou non, nous a quittés un 5 février, conquérant les cœurs et les esprits, et en 5 minutes a été adopté par tous comme un des nôtres. Il aurait peut-être fallu 5 heures, 5 minutes, 5 secondes pour le revenir et le maintenir en vie. Nous ne le saurons jamais malheureusement, mais ce que nous savons, c'est que Ryan a mis en lumière ce que l'humanité en valeur n'est, c'est que l'humanité en valeur n'est pas morte et que l'on peut dresser des montagnes entières pour sauver une vie. Ryan, petit soldat au courage et à la force 5 étoiles, pour nous, observerons en ciel obscurci la nuit en pensée pour lui et du cercle des âmes disparues. Merci beaucoup, la belle histoire. C'est magnifique. Bravo, Mam, bravo. Ouais. Bravo. C'est émouvant, hein. Ouais. C'est très fort. Donc nous retiendrons le chiffre 5. Ouais, incroyable. J'ai un enfant qui a 5 ans, ça me touche énormément. Voilà, énormément. Tout à fait. Et ce chiffre 5 pour les musulmans croyants, pratiquants dans la foi, est un élément essentiel parce que ce sont donc les 5 piliers sur lesquels repose la vie. Et donc merci pour ce beau texte qui nous touche bien sûr. Au-delà, d'ailleurs, les hommes sont capables de tout, du meilleur comme du pire. Regardez avec ce drame comment l'humanité, au-delà des frontières, s'est sentie solidaire, tant si bien qu'y compris sur des télévisions de désinformation continue en France, le bandeau signalait cette histoire de Ryan, alors que ceux qui parlent dans l'écran ne disent que du mal des Arabes, des Noirs et des musulmans. Et donc, c'est ce côté humanité qui s'impose à tous. Deuxième chose, c'est que les hommes sont capables de faire les guerres, d'utiliser le napalm, de tuer les autres, et tout d'un coup, ils se retrouvent dans leurs conditions premières. Et ne serait-ce que pour ça, j'allais dire, la mort, le drame de ce petit Ryan nous rappelle un autre drame de 2015 d'une jeune fille, d'une petite fille qui s'appelait Omaira Sanchez en Colombie, et d'autres, il y a un petit jeune aussi qui s'appelait Ayashi en Algérie qui a subi la même chose. Et des fois, on espère que le côté humain et humaniste prenne le dessus sur nous tous, qui sont plutôt des sauvages et des méchants. Oui, Nadia, tu voulais dire un petit mot. Oui, je voulais dire quelque chose, c'est que j'ai des origines marocaines et donc, bien évidemment, les réseaux marocains, les télés marocaines, etc., on en a énormément parlé. Mais il n'y a pas que le Maroc, bien évidemment, le monde entier, comme vous l'avez tous rappelé, et surtout en tant qu'aussi parents, c'est affreux. Mais effectivement, ce qu'on en ressort et ce qui a touché l'humanité, le monde entier, c'est le fait d'avoir ces parents qui ont été d'une humilité extraordinaire. Les réseaux sociaux n'ont pas arrêté de faire des cagnottes, de proposer des choses, intox, info. Il a dit, moi j'ai rien demandé. Bon. Il a dit, j'ai rien demandé, je ne veux pas. Et le monde entier a déplacé une montagne pour un enfant. Donc oui, c'est possible. Et on a tous été solidaires. Et là, il n'y a plus de petites guéguerres ou de remarques. Ou le monde entier, musulman, pas musulman. Toute race confondue. Le seul truc qui m'a gêné un petit peu, Nadia, je dois te le dire, et je suis pas le seul, c'est ce côté voyeurisme qu'on a eu pendant 5 jours. C'est vrai. Voilà, on avait des vidéos en direct
Moi, je suis pour laisser travailler les gens. Vous savez que c'est difficile, hein. On est secouriste, etc. Surtout qu'on a frôlé à plusieurs reprises le drame. Oui, mais la frontière était fermée. C'est ce que je disais aussi à d'autres personnes. Ça a rouvert hier. Donc imaginez le monde si les frontières avaient été ouvertes. Ouais, donc voyeurisme, mais moins. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ces vidéos en direct, moi, m'ont un peu gêné. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, voilà, c'est dommage que, c'est regrettable qu'on n'ait pas pu le. Tout ça pour de l'eau. Voilà. Tout ça pour de l'eau. Bah oui, mais bon, c'est un problème récurrent dans cette région, malheureusement, Nadia. Tout à fait. Et peut-être que ça va faire sensibiliser, prendre conscience justement qu'il faut absolument travailler pour cette région qui a été quand même, on va le dire, beaucoup abandonnée dans le passé, oubliée. Comme beaucoup de régions au Maghreb. Et malheureusement, la tragédie du petit Ryan, elle peut se reproduire dans beaucoup d'endroits. Tout à fait. Et que ce problème d'eau, c'est un problème général et malheureusement, là, je vais encore piquer, on s'est attardé sur des querelles footballistiques qui étaient inutiles, alors que vraiment, on a la tête en enfer et il faudrait peut-être se réveiller, quoi. Allez, c'est parti pour le zapping, les enfants. Encore bravo, la belle histoire, là, tu m'as mis... Bon, je vais pas utiliser une expression qu'on dit chez moi, mais bon. Quand on fait un discours sur le numérique et que ça ne fonctionne pas comme il se doit, c'est l'expérience de Jean Castex hier à écouter. C'est sans trucage, ça a été posté tel quel. C'était un acte symbolique, physique, j'allais dire, pour illustrer le thème de mon déplacement, Madame la Présidente, dans votre beau département de l'Ariège. Je connais bien, hein, quand même. Hein. Et quel était le thème de la visite du Premier ministre et donc de son discours ? Le numérique pour tout le monde. Donc, on met le paquet. Il vaut mieux avoir effectivement, comme a dit Cédric, une bande passante qui passe bien. Et oui, c'est vrai que c'est important. Voilà, des fois ça passe pas. C'est tout simplement ça. Pour ce qui est du discours donc de Jean Castex là-dessus, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, ça déconnait sévère. En tout cas, pour venir parler du numérique, ça faisait un peu, voilà. Vous savez, vous avez suivi évidemment ces histoires et ce scandale autour des EHPAD et notamment des établissements coréens aussi qui ont été mis en cause par le livre les Fossoyeurs. Voilà, les Fossoyeurs. Il y a la directrice donc de cet EHPAD coréen qui est venue essayer de défendre sur BFM TV face aux questions un peu interloquées de Bruce Toussaint. Écoutez. Moi, je suis aujourd'hui profondément sidérée, atteinte par ce qui se passe depuis la publication du livre Les Fossoyeurs. Les Fossoyeurs, ça dénonce ce qui serait un système extrêmement cynique dans une entreprise au service du grand âge. Et on voit de proche en proche aujourd'hui une espèce de contagion où on met tout dans le même sac, qui atteint tout le secteur, qui atteint qui atteint aujourd'hui des entreprises privées, qui atteint aussi, on entend ce qui a été dit, des structures publiques, associatives, à partir du nombre de réclamations. Et en fait, moi, j'écoute aujourd'hui, j'ai énormément de messages depuis 2 semaines, énormément. Et j'entends des familles qui me disent « Je suis inquiète, est-ce que j'ai bien fait de confier mon proche, mon parent à une maison de retraite ? Est-ce que c'était pas une erreur ? En qui puis-je avoir confiance ?» Et j'entends des salariés qui, en fait, sont aujourd'hui profondément engagés, qui depuis 2 ans se battent avec le Covid. On est là encore en Omicron, avec les cas contacts, les plannings qui doivent être faits, des personnes qui travaillent parfois le double de ce qu'elles devraient travailler parce que leurs collègues est écarté momentanément, et qui me disent mais c'est pas possible, on se reconnaît pas dans le système et dans le cynisme qui est pointé dans le livre. Tout ne fonctionne pas toujours parfaitement, c'est ce que dit d'ailleurs l'infirmière dans le reportage, mais en tout cas notre état d'esprit, la vocation qui est la nôtre n'est pas celle-là. Sophie Boissard, donc c'est quoi ? C'est une fiction ? C'est une cabale ? Un complot ? J'essaie de comprendre, parce que moi j'ai lu le livre, je viens de voir le reportage évidemment, j'ai lu le livre, j'entends aussi les témoignages qui sont édifiant. Vous disiez que vous étiez sidéré, je le suis aussi. Donc, il y a quand même, entre ce que vous décrivez, qui semble être un monde parfait, et ce que décrivent aussi les plaintes, les témoignages des familles, enfin, j'avoue que je ne comprends pas. Oui, c'est difficile, parce qu'en fait, il faut pas généraliser. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des situations difficiles. Voilà, la directrice donc qui essaie de défendre évidemment l'indéfendable. Pardon, mais bon,
C'est sur BFM TV que ça s'est passé, même Bruce Toussaint a eu du mal à comprendre. Moi, j'ai vu même une infirmière qui a été licenciée parce qu'elle a été, je vais utiliser le mot, tapée dans le stock des couches, parce qu'elle estimait qu'on lui donnait, je ne sais pas, 2, 3 ou 5 couches par jour, et elle estimait que pour une personne particulière, il en faudrait encore 1 ou 2. Bien sûr. Et donc, elle a été tapée dans le stock, et elle a été licenciée. Tapée par qui ? Tapée par qui ? Non, elle a été prendre. J'ai dit l'expression qu'elle a dit. Donc, elle a été prendre. J'ai mal compris. Oui. Elle a été prendre dans le stock 2 couches de plus pour une personne. D'accord. Elle a été licenciée pour utilisation outrageuse de produits. Donc, en fait, ces sociétés privées sont là pour faire du fric. Ouais. Et ils devraient, à la limite... Vous savez combien ça coûte par mois ? Alors, on parle de 5 000, de 8 000, j'ai entendu des chiffres. Et ça va jusqu'à même 12 000. Non, mais est-ce que je peux dire que Léla Kerieff, qui était une infirmière en 2019, qui est passée partout, qui l'avait dénoncée, rien n'a été fait. On a entendu parler d'elle sur tous les plateaux, et elle a été stigmatisée et rejetée de la profession. C'était une paria. Voilà. Aujourd'hui, ce livre sort qui dit la même chose, et là, ça fonctionne. L'essentiel, c'est que ça fonctionne à jour. Voilà. Alors, autre chose dans le zapping, les enfants, c'était ce matin et c'était très tendu entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Apolline de Malherbe sur AMC BFM TV. Écoutez. Est-ce que sur les questions de sécurité, vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard ? Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité ? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. La baisse... Est-ce que vous me laissez parler, madame ? Je parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Je vous demande pardon. Comment ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Toute la journée. Ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je réponds comme... Non, vous ne vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Moins 30% de cambriolage. Moins 26% de vols sans armes. Moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'émeutes urbaines telles que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison, il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes. Merci. Pour une raison, vous faites de la politique ou vous êtes journaliste ? Je vous pose la question de savoir si les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les chiffres et vous me répondez que j'ai raison. En 10 minutes d'intervention, vous arrivez effectivement à ne pas dire un mot positif du travail extraordinaire que font les policiers et gendarmes, indépendamment de la classe politique. En revanche, sur l'augmentation, ce que font les policiers et les gendarmes, Gérald Darmanin, Madame, le ressenti si Monsieur des Français, Zemmour et Madame Le Pen augmentent, 69% des Français jugent votre bilan négatif, c'est peut-être qu'il y a un problème. Madame, vous savez, je croise très souvent les électeurs puisque j'ai le bonheur et la chance d'être élu souvent dans des quartiers populaires difficiles. Je connais leurs difficultés, je vois bien l'appréhension qu'ils ont vers les femmes et les hommes politiques. Et si je me suis engagé dans la politique, c'est justement parce que j'essaie de résoudre ces problèmes. Alors c'était tendu ce matin évidemment. J'ai vu un mec aussi déconnecté que lui. Il a le melon, étant donné ce qu'il a dit hier en disant que tous les Français, 100% des Français sont heureux et mais la journaliste, elle n'est pas si nette que ça. Non, mais c'est connu. Alors bougez pas, on revient dans un instant si vous voulez, on en reparle. Et j'ai un autre truc à vous faire écouter pour terminer ce zapping incroyable. Ouais. Le port du voile, c'est un apartheid sexuel selon Bruno Retailleau. Je vous jure que c'est vrai, c'était ce matin sur Europe 1. On va de plus en plus vite, de plus en plus loin chaque jour. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Nadia Cherif, Tarek Mami, Smaïn Tefour et Tarek Sassi. Petit tour de table rapide sur... vous l'avez trouvé comment cet échange? Comment vous le qualifiez entre Gérald Darmanin et... méprisant. Et Apolline de Malherbe. Méprisant à quel titre? De qui? Méprisant au niveau... Là, il dit que ça va bien se passer, mais non, ça se passe très très mal. Madame, ça va bien se passer. Non, mais ça se passe très très mal.
je sais pas, on vit pas dans la même réalité. Les chiffres parisiens, l'explosion des agressions, des meurtres, des vols avec agression, des cambriolages. Je sais pas si on vit dans la même réalité. Il ne parle même pas en plus des crises qu'il crée, comme la crise de Porte de la Villette, et il arrive à s'enorgueillir. Il arrive à s'enorgueillir de résultats qu'il n'a pas. Il est méprisant. C'est incroyable comment on peut être rempli de mépris à ce point-là et s'enorgueillir de choses sur lesquelles on a raté. Mais vraiment, c'est l'un des pires ministres de l'Intérieur que j'ai vu. En fait, on voit bien qu'on est dans une période de campagne électorale. On voit bien que Darmanin, il s'est défendu comme il pouvait, avec des chiffres, bien entendu, et que cette journaliste de Malherbe, en fait, comme si elle était quelque part aussi en train de faire une campagne électorale pour qui, je ne sais pas qui, mais elle était plus ou moins en train de faire un peu... Elle pose des questions. Les questions d'un journaliste ne doivent pas être aussi percutant, pour la simple raison qu'elle a insisté sur les chiffres et à un moment donné, elle est revenue à la charge sans pour autant confirmer justement les chiffres d'où elle les tenait, alors que lui, il est bien placé. Elle les tient du site du ministère de l'Intérieur. Oui, mais pourquoi elle a démenti dans ce cas, lui? Non, en fait, ce qu'il lui reproche, ce que Darmanin lui reproche, c'est de ne pas avoir pris le positif et de n'avoir pris que le négatif. Oui, voilà, c'est tout. Ce qui m'a dérangé aussi, c'est le fait de dire, alors que c'est quelqu'un qui a quand même eu il y a eu une petite charge contre des agressions sexuelles quand même vis-à-vis des femmes. Énormément. Oui, bon. On va parler de... Mais vous avez raison, hein. Bon, il a été innocenté, d'après ce que j'ai cru comprendre. Absolument. Mais quand on dit à une femme, vous inquiétez pas, ça se passera bien. Calmez-vous, ça va bien se passer. Avec le passif qu'il a, moi, ça m'a fait froid dans le dos. Ouais. Tarek. Alors pour moi, en fait... Mais fidèle à lui-même. Le problème dans la confrontation, c'est ce qu'on appelle la déontologie dans le journalisme, c'est-à-dire c'est un journaliste a tout le droit de poser toutes les questions, bien sûr, mais reste la façon de les poser. Quand vous avez un son qui apparaît comme agressif, et quand vous prenez des statistiques, de toute façon c'est comme nous dans le monde de la radio, à la fin de l'année tout le monde est première radio, parce que sur une quinzaine de critères, chacun est forcément bien dans un des critères. Et le journaliste, quand il pointe donc cette faiblesse sur les femmes, je partage avec vous Nadia votre... ça va bien se passer. Non, c'est pas ça. C'est dans les statistiques du ministère, si certains postes avancent, il y a un poste qui continue à nous faire mal, c'est le poste de l'agression sur femme, qui est de temps. Et là, il est piégé. Mais quand on va lui dire... C'est-à-dire qu'elle est passée de la phase de l'interview journaliste à la phase, excusez-moi l'expression, un porte-parole, un procureur qui interroge et un porte-parole de quelqu'un. Voilà. Et moi, ce que j'ai aimé... C'est érigé en porte-parole. J'aime pas beaucoup Darmanin dans l'absolu parce qu'il part dans tous les sens. Moussa, notre ami Moussa, maintenant, dans un groupe, on l'appelle Moussa Shadok. Parce que quand on le voit, ça nous rappelle quand on était gosse les petits dessins animés, les Shadok. Donc, c'est Moussa Shadok, c'est pas pour certains. C'est la punchline sur CNews. Ah oui. Je pensais qu'on était sur CNews et on est sur BFM. Voilà. Et manière de dire, sur BFM, vous êtes généralement beaucoup plus truc. Et peut-être, Christophe, moi, j'ai le regret, j'allais dire, avec cette histoire Bourdin. Bourdin aurait posé la même question, mais d'une autre manière. Et il est voilà. beaucoup plus professionnel, Bourdin. Je ne sais pas si c'est professionnel. Très offensif. Mais en tout cas, aujourd'hui, les médias sont marqués par leurs journalistes positifs et négatifs. Et elle, de toute façon, comme journaliste, elle a toujours été agressive. De toute façon, elle est de travers, un peu, de malheur. Oui, elle est agressive, sauf quand elle va chez M. Balkany, chez lui à la maison. Et que là, tout d'un coup, elle devient la mère poule qui couvre le truc. Il a fleuré Mérogis. Le monde est beau. Tiens, alors, Bruno Retailleau, c'était sur Europe 1, par une autre journaliste aussi très controversée, Sonia Mabrouk, qui a interviewé Bruno Retailleau. Alors il va très très loin, hein. Au détour d'une question sur Zemmour et Pécresse, il en arrive quand même à dire que le port du voile s'apparente à un apartheid sexuel. Ça ne s'invente pas, je vous jure. Que l'on va, non mais c'est incroyable, c'est-à-dire que tous les jours, à la radio, dans les médias, on va de plus en plus loin. Dans les termes, dans les propos, dans les... voilà. Tous les voiles mènent à Rome. Voilà, alors. non mais écoute, c'est important, franchement. C'est absolument extraordinaire.
J'en étais ébahi. Alors, parlons des ambiguïtés, parce qu'il y a des accusations de compromission avec l'islam radical qui sont lancées par le camp d'Éric Zemmour, Bruno Retailleau, à l'égard des membres de l'équipe de Valérie Pécresse. Alors il cible pêle-mêle Damien Abad, Bruno Béchiza, Jean-Christophe Lagarde. Ridicule. Enfin, franchement, Damien Abad, simplement parce que il a dû se rendre sur une construction, un chantier d'une mosquée. Ça en fait pas une compromission. Évidemment, si demain je rentre dans un lieu de culte, voilà, moi j'aimerais d'ailleurs aller dans une mosquée. Allez-y, en Turquie, oui. À Sainte-Sophie. Oui. À Sainte-Sophie, oui. Et en France, vous pourriez le faire également. Non, mais c'est pas ce qui. J'ai bien compris le signe Sainte-Sophie par rapport à Dorgan qui a transformé je sais que vous avez une culture historique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ridicule. Mais il devrait rendre des comptes, Éric Zemmour. Je crois que Valérie Pécresse en a parlé sur l'échange de SMS extrêmement ambigu avec monsieur Tariq Ramadan. Monsieur Tariq Ramadan, qui est-il? C'est celui qui propage l'idéologie des frères musulmans, celui qui indiquait qu'il était légitime de lapider une femme accusée d'adultère. C'est ce modèle-là qu'on veut en France. C'est ce modèle d'égalité entre l'homme et la femme. On parlait du voile tout à l'heure. Le voile, c'est le signe de l'apartheid sexuel. C'est le signe de la soumission de la femme. Eh bien, la France, ça n'est pas ça. La féminité, pour nous, c'est quelque chose d'important. J'allais vous demander quelle est votre principale et grande différence avec Éric Zemmour. Vous m'avez répondu. Ah, ça, je n'ai jamais changé évidemment de SMS et je ne le ferai jamais avec quelqu'un qui se compromet avec l'islamisme. Il se compromet avec l'islamisme, Éric Zemmour, pour vous? Non, avec Tariq Ramadan est un islamiste, mais je pense qu'il y a une ambiguïté. Et de grâce, arrêtons d'accuser monsieur Damien Abad qui n'a jamais fait la moindre collusion avec l'islamisme. C'est tellement gros que si on devait démonter tous les mensonges en 3 minutes, il nous faudra encore 6 minutes. Le voile est un apartheid sexuel. Ouais. Non, mais et surtout, la phrase sur Tariq Ramadan n'a pas légitimé la lapidation. Il a dit, comme la question est difficile... devant Sarkozy. Oui, il a dit, comme la question est difficile... Il faut un moratoire. Il faut un moratoire. Donc, il faut arrêter. Donc, il ne l'a pas légitimé. Ouais. Il a expliqué. Et puis, pour le reste... la journaliste, pour ne pas la citer, comme on n'a pas cité la première, ne rebondit pas aux contre-vérités qu'il dit. Et il lui dit... Sainte-Sophie. Peut-être. Ah ben, je sais pas, comme on a dit pour la première, est-ce qu'elle roule pour quelqu'un? On peut poser la même question. D'ailleurs, la journaliste, elle est sur CNews, donc Darmanin lui a déjà répondu sans être devant elle. Quoi. Voilà. Je m'excuse. Bon, dans un instant, la belle histoire. Il a écouté, il s'est bien marré apparemment dans cette émission. Un petit mot rapide, tour de table dans un instant sur le Macron peut-il éviter la guerre, hein, je vous poserai la question et vous me faites des réponses courtes s'il vous plaît. À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous pour les quelques minutes qui nous restent. J'aimerais juste, avant d'écouter la belle histoire, qui va nous faire un petit résumé de cette émission pour laquelle il s'est bien marré en nous écoutant la belle histoire, on le verra dans un instant. Macron était en déplacement à Moscou et a rencontré pendant 5 bonnes heures et a bien mangé avec Vladimir Poutine pour essayer évidemment d'éviter la guerre. Alors va-t-il y parvenir selon vous? Il est aujourd'hui d'ailleurs en Ukraine. Quel est votre avis rapide là-dessus, mon cher Tarek? Oh bah, vu la taille de la table et vu comment elle était vide, je pense qu'ils se sont rabibochés et je pense qu'on va éviter cette guerre vu le nombre de Russes. C'était pas un dialogue à la russe? C'est-à-dire que, oui, je t'écoute, je peux éventuellement t'accorder quelques trucs, mais en fait, en définitive, c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Oui, bien sûr. Et vu le nombre de Russes et d'intérêts russes qu'il y a en France, je parlerai de Cannes, de Nice et de Paris, je pense que la France ne sera pas la première des cibles de la Russie et que cette guerre, en fait, est juste une amorce pour une guerre économique